As-tu déjà remarqué que plus tu poursuis quelque chose avec acharnement, plus cela devient insaisissable? Pense à un enfant qui essaie d'attraper un reflet sur le mur, projeté par un objet brillant. Peu importe sa rapidité ou ses efforts, cette lueur taquine reste toujours hors de portée. La poursuite sincère de l'enfant, au lieu de le rapprocher de son but, semble l'en éloigner encore plus. Cette observation apparemment banale reflète une vérité profonde sur de nombreuses grandes quêtes de la vie. Et si, dans tant de cas, c'était justement notre poursuite acharnée qui maintenait nos désirs perpétuellement hors de portée? Le désir est étrange. On nous apprend tôt à viser un but, à le poursuivre avec passion et à ne jamais abandonner. Fait l'éloge de la poursuite acharnée des rêves, mettant souvent en avant les histoires de personnes qui ont tout sacrifié, qui ont travaillé sans relâche et qui n'ont jamais accepté un non comme réponse. Et bien que la détermination et la persévérance soient en effet des qualités nobles, il existe une face cachée du désir, un paradoxe dont nous parlons rarement. Imaginez un instant le spectacle saisissant d'un étalon sauvage galopant librement sur de vastes plaines. Sa puissance, beauté et grâce sont évidentes. Un cow-boy voit cette créature et veut la posséder. Il poursuit l'étalon, essaie de le capturer au lasso, de l'acculer, voire de l'effrayer pour le soumettre. Mais plus il le poursuit avec ferveur, plus l'étalon s'échappe, sa liberté devenant encore plus éclatante face à la captivité. Si, cependant, le cow-boy se contentait simplement de s'asseoir, d'observer et d'apprécier l'étalon à distance, sans montrer aucune intention de le capturer, le cheval pourrait bien s'approcher de lui par curiosité, de son propre chef. C'est là l'essence de la loi à rebours, un concept philosophique qui suggère que plus nous poursuivons quelque chose avec agressivité, plus cela a tendance à nous échapper. La loi de l'effort inversé affirme qu'en forçant trop, nos efforts peuvent se retourner contre nous. Et même si cela peut sembler contre-intuitif dans un monde qui crie souvent « Force-toi davantage, veux-en plus, ne t'arrête pas !» Cette idée n'est pas nouvelle. Elle a été murmurée dans les écritures anciennes, peinte dans l'art, et même observée scientifiquement dans notre propre psychologie. Ce concept peut aussi rappeler un élastique. Lorsque vous tirez sur une extrémité, l'autre extrémité s'éloigne. Plus vous tirez, plus elle s'éloigne. Mais dès que vous relâchez la tension, elle reprend sa forme d'origine. Nos désirs, rêves et tranquillité d'esprit fonctionnent pareil. La tension que nous créons, la pression que nous nous imposons, les éloignent souvent davantage. Alors, d'où vient cette idée? Pourquoi dans un monde obsédé par le toujours plus, le moins est-il si révolutionnaire? Notre compréhension moderne de la loi à rebours doit beaucoup à Alan Watts, un philosophe britannique connu pour avoir popularisé la philosophie orientale en Occident. Alan Watts évoquait fréquemment les contradictions de nos désirs. Il a remarqué que notre obsession de sécurité, de réussite et de possession fait souvent de nous les créateurs de notre propre insatisfaction. Mais il n'était pas le seul à le penser. Ce principe, bien que nommé, est formulé par Watts d'une manière particulière, a des racines profondes dans diverses traditions philosophiques et spirituelles, allant du Wu-Wei, du taoïsme aux enseignements du bouddhisme sur le non-attachement. En essence, la loi à rebours nous invite à repenser notre relation au désir. Elle ne préconise pas une vie sans ambition ni rêve. Au contraire, elle nous invite à poursuivre avec conscience, avec compréhension, et surtout, sans la désespérance qui transforme les rêves en fardeau. Il s'agit de réaliser que parfois, c'est la force avec laquelle nous tenons les choses qui les fait nous échapper des mains. Dans les sections suivantes, nous approfondirons ce paradoxe fascinant, en explorant ses origines, ses implications et la façon dont il se manifeste dans notre vie quotidienne. Pour l'instant, cependant, je vous laisse avec une réflexion. Et si, dans votre quête de la vie que vous désirez, le simple fait de s'arrêter, d'observer et de lâcher prise était la clé pour tout obtenir? En plongeant dans les annales de l'histoire, on trouve les germes de la loi du renversement disséminés à travers différentes cultures et époques, chaque itération offrant sa saveur unique mais étonnamment congruente dans son essence.
Pour vraiment saisir la profondeur de ce concept, il est essentiel de remonter dans le temps et de comprendre ses racines variées. Avant l'époque moderne, les philosophies orientales, notamment le taoïsme et le bouddhisme, valorisaient la beauté du non-attachement et l'art de laisser faire. Le concept taoïste de Wu Wei, qui se traduit littéralement par non-action ou non-agir, prône une forme d'action sans effort, un flux qui s'aligne avec l'ordre naturel des choses plutôt que d'aller à son encontre. L'idée n'est pas d'être passif, mais plutôt d'interagir avec la vie d'une manière qui ne force pas les résultats. Une rivière, par exemple, ne lutte pas et ne force pas, elle s'écoule simplement, trouvant son chemin autour des obstacles et nourrissant tout ce qui se trouve sur son passage. Le bouddhisme examine souvent la nature du désir et la souffrance qu'il cause. Le Bouddha a enseigné que nos attachements et le désir de changer les choses sont à l'origine de notre insatisfaction. En relâchant notre emprise sur nos désirs, nous nous ouvrons à une forme de bonheur plus profonde, qui ne dépend pas des circonstances toujours changeantes de la vie. Ces enseignements orientaux, anciens, ont trouvé un écho renforcé en Occident au XXe siècle, notamment grâce à Alan Watts. Philosophe, écrivain et conférencier britannique, Alan Watts savait rendre les idéologies orientales complexes, accessibles à l'esprit occidental. Dans ses conférences et écrits, Alan Watts évoquait souvent la loi à rebours, même sans employer ce terme exact. Il parlait de l'ironie du fait que nos désirs insatiables nous égarent souvent. L'une de ses observations les plus marquantes concernait la musique et la danse. Il ne s'agit pas d'atteindre une note ou un pas précis, mais de profiter de chaque instant de la mélodie ou du mouvement. La vie pour Watts ne différait pas. À force de chercher un but, nous oublions la beauté du présent. Alors, l'astuce taoïste dit: vis dans le présent et il n'y aura pas de problème. C'est le sens du proverbe zen: lorsque vous avez faim, mangez. Quand vous êtes fatigué, dormez. Quand vous marchez, marchez. Quand vous vous asseyez, asseyez-vous. Rinzai, le grand maître de la dynastie Tang, a dit: dans le bouddhisme, l'effort n'a pas sa place. Dors quand tu es fatigué, va aux toilettes, mange quand tu as faim. Les ignorants se moqueront, les sages comprendront. Son éloquence et sa perspicacité ont rapproché deux mondes, offrant à l'Occident une perspective nouvelle et intuitive. Beaucoup ont reconnu, à travers ces mots, une vérité longtemps ressentie mais inédite. La poursuite acharnée sans conscience ni appréciation nous éloigne souvent de nos objectifs. Watts n'était pas seul dans cette exploration. Des figures comme Carl Jung parlaient du soi de l'ombre et des dangers de réprimer des parties de notre psyché. En ne faisant pas face à nos désirs et peurs intérieures, nous leur donnons du pouvoir. Rollo May, un psychologue existentialiste, a également abordé le concept d'existence authentique et l'importance de réconcilier nos désirs avec notre véritable nature. Le stoïcisme, ancienne philosophie gréco-romaine, souligne l'importance d'accepter ce que nous ne pouvons changer et de cultiver nos vertus intérieures. De cette manière, elle fait écho aux idées de la loi à rebours, suggérant que la tranquillité intérieure ne vient pas des conquêtes extérieures, mais de l'harmonie interne. L'approche zen du détachement. Le bouddhisme zen et l'évolution du bouddhisme Mahayana ont toujours été axés sur l'expérience directe, mettant souvent l'accent sur l'importance du moment présent. Le zen repose sur le non-attachement. Et qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Dans le zen, le non-attachement ne signifie pas fuir le monde ou éviter émotions et désirs. Au contraire, comprendre que nos attachements, qu'ils concernent idées, possessions, résultats ou notre image, peuvent obscurcir notre perception et nous lier à la souffrance. Par exemple, l'art zen du tir à l'arc.
L'archet ne vise pas la cible. Au lieu de cela, il se concentre sur la pureté du geste, la tension de l'arc, le lâcher de la flèche. Le résultat, toucher la cible, est presque un sous-produit de cette action pure et sans distraction. L'archet se détache du résultat. Dans cet état d'esprit, il n'y a ni anxiété, ni tension, seulement l'action de tirer la flèche. Les enseignements zen emploient fréquemment la métaphore du ciel et des nuages. Notre vraie nature, la nature de Bouddha, ressemble au ciel immuable, tandis que pensées et émotions sont des nuages passagers. En gardant ces nuages, nous obscurcissons la clarté du ciel. Le non-attachement ne consiste donc pas à se débarrasser des nuages, mais à les reconnaître pour ce qu'ils sont et à ne pas les laisser dominer notre vision. Wu-wei, le principe taoïste de l'action sans effort. Si le zen est l'art de voir clairement grâce au non-attachement, le wu-wei du taoïsme est l'art de vivre en harmonie sans forcer. Wu-wei est un concept fondamental du taoïsme, et sa traduction littérale est non-action ou non-agir. Mais cela ne signifie pas passivité ou inaction, c'est plutôt agir en accord avec le cours naturel des choses, agir sans force inutile. L'eau, souvent symbole dans le taoïsme, ne force pas son écoulement, elle coule naturellement. Lorsqu'elle rencontre un rocher, elle ne pousse pas contre lui, elle l'entoure simplement. Et avec le temps, ce flux doux et persistant peut même façonner et éroder les pierres les plus dures. C'est la puissance du Wu-wei. Lao Tzu, la figure légendaire associée au texte fondateur du taoïsme, le Tao Te Ching, dit « Le Tao ne fait jamais rien, pourtant grâce à lui, tout est accompli. » Le Wu-wei consiste à être en harmonie avec le Tao, la voie naturelle, pour que nos actions émergent sans conflit ni effort, mais naturellement. Cela peut également s'appliquer dans la vie quotidienne. Souviens-toi d'un moment où tu as forcé une situation pour obtenir un résultat. Cela a sans doute provoqué tension, résistance, voire l'effet inverse de ton souhait. Rappelle-toi un moment où tu as agi intuitivement et où tout s'est parfaitement enchaîné. Cette synchronicité, cette harmonie, c'est l'esprit du Wu-wei, le non-attachement du zen et le Wu-wei du taoïsme, bien qu'ils proviennent de traditions différentes, convergent vers une vérité profonde. Il existe une manière d'être au monde, un mode d'interaction, où nous ne sommes ni esclaves de nos désirs, ni de simples observateurs passifs. C'est une voie du milieu, où nous nous engageons pleinement, mais sans les lourds fardeaux de l'attachement, où nous agissons non par contrainte, mais en accord avec un flux plus profond et plus harmonieux. Cette sagesse, ancienne mais intemporelle, offre une boussole à ceux qui se sentent à la dérive dans les mers tumultueuses de la vie moderne, un rappel que parfois, les actions les plus profondes naissent d'un lieu de calme et d'abandon. En passant des philosophies orientales anciennes à l'Occident moderne, on constate que la psychologie contemporaine a ses propres façons d'aborder la loi du renversement. Basée sur la recherche et des preuves, la science de l'esprit apporte des perspectives fascinantes sur l'impact de l'excès d'effort et son influence sur notre expérience du monde. Presque tout le monde a déjà ressenti la pression d'une situation à enjeu élevé. Discours en public, match sportif crucial ou examen décisif. Dans ces moments, nos attentes peuvent être écrasantes, au cœur de l'anxiété de performance. Celle-ci vient de la peur, de l'échec ou du jugement. Et paradoxalement, cette peur aggrave souvent le résultat que l'on veut éviter. Se focaliser sur la réussite parfaite détourne des ressources cognitives essentielles de la tâche à accomplir. Nos esprits deviennent préoccupés par d'éventuelles erreurs ou des jugements négatifs, ce qui peut perturber notre concentration et notre fluidité. Des études ont montré que des niveaux élevés d'anxiété peuvent restreindre notre attention, nous rendant hyper conscients de nos actions et de notre environnement. Cette conscience accrue, bien que bénéfique, mène souvent à une suranalyse appelée paralysie par l'analyse.
Par exemple, un pianiste trop concentré sur chaque touche risque de faire plus d'erreurs que s'il était absorbé par le flux de la mélodie. En essence, lorsque nous essayons trop de contrôler chaque aspect de notre performance, nous nous exposons à une diminution de l'efficacité et à une augmentation des erreurs. C'est une prophétie autoréalisatrice. Notre peur de faire des erreurs nous rend plus enclins à en commettre. Le paradoxe du choix, l'abondance comme une arme à double tranchant. Aujourd'hui, on pense souvent que plus de choix signifie plus de liberté et de satisfaction. Les supermarchés proposent des rayons remplis d'innombrables variantes d'un même produit. Les services de streaming offrent des milliers de programmes à portée de main. Et les applications de rencontres présentent une infinité de partenaires potentiels. Mais cette abondance sert-elle vraiment notre bien-être ? C'est là qu'intervient le paradoxe du choix, un terme popularisé par le psychologue Barry Schwartz. Son travail révolutionnaire suggère que, si avoir des choix est essentiel pour l'autonomie et la satisfaction, une surabondance peut produire l'effet inverse. Avec trop d'options, prendre une décision devient décourageant. Chaque choix pèse par le risque de regret, nous faisant douter de prendre la meilleure décision. Le simple volume de possibilités peut conduire à une paralysie de l'analyse, où les individus se sentent dépassés et peinent à faire le moindre choix. Même après avoir choisi, trop d'alternatives peut causer de l'insatisfaction. Nous avons tendance à comparer constamment nos choix avec les options non retenues, en nous demandant si nous sommes passés à côté de quelque chose de mieux. Ce doute constant réduit la satisfaction de la décision et provoque un fear of missing out permanent, la peur de manquer quelque chose. De plus, dans un monde débordant de choix, la responsabilité personnelle de nos décisions est accrue. Avec peu d'options, il est plus simple d'attribuer l'insatisfaction à des causes externes. Avec tant d'alternatives, la responsabilité du choix pèse sur nous, renforçant le regret ou l'auto-culpabilisation si les résultats déçoivent. En combinant sagesse ancienne et psychologie moderne, on observe la danse entre effort et abandon, choix et acceptation. L'anxiété de performance et le paradoxe du choix illustrent les pièges de l'excès d'effort, confirmant que parfois, moins c'est plus. Que ce soit pour naviguer dans une situation sous haute pression, ou pour traverser une mer d'options, prendre du recul, accorder un moment à la réflexion, et adopter la simplicité peuvent être les véritables clés de la clarté et de la satisfaction. Satisfaction. Alors que nous avançons dans le XXIe siècle, nous nous retrouvons profondément ancrés dans un monde de merveilles technologiques, de communication instantanée et d'un flot apparemment sans fin d'informations et de stimuli. Bien que cette ère moderne offre une commodité et une connectivité sans précédent, elle apporte également des défis uniques, notamment la pression d'une culture toujours active. Il y a quelques décennies, les frontières entre le travail et la vie personnelle étaient relativement bien définies. Lorsqu'on quittait le bureau ou terminait son service, on laissait derrière soi ses responsabilités professionnelles pour passer à un temps personnel ou familial. Aujourd'hui, smartphones, montres connectées et ordinateurs portables ont estompé ces frontières. Désormais, des emails peuvent arriver dans notre boîte de réception à n'importe quelle heure. Patrons, clients ou collègues de divers fuseaux horaires attendent parfois des réponses immédiates, peu importe l'heure locale. Les notifications des réseaux sociaux nous sollicitent sans cesse, nous incitant à consulter la dernière mise à jour, le contenu le plus récent ou la nouvelle tendance. Cette connectivité constante, bien que puissante, a aussi un revers. Elle crée une attente de disponibilité permanente, ce qui engendre un sentiment de culpabilité ou d'anxiété lorsque nous choisissons de nous déconnecter, même brièvement. La sollicitation permanente peut causer épuisement, baisse de productivité et impression d'être submergé. Cela illustre souvent la loi du contraire. Plus nous nous efforçons de rester connectés, de répondre instantanément et d'être omniprésents, plus nous devenons épuisés et désengagés. Le stress de la vie moderne. Au-delà du travail et de la communication, le rythme de la vie moderne s'est accéléré dans presque tous les domaines.
la rapidité des changements, l'immense variété de choix dans chaque domaine, et les attentes sociales de réussite ont construit un véritable labyrinthe de facteurs de stress. Considérez la routine d'un citadin, déluge publicitaire cherchant son attention, bruits urbains, gestion simultanée de nombreuses tâches, et la pression de rester au niveau de ses pairs, tant sur le plan professionnel, du mode de vie que des loisirs. Même notre temps libre, autrefois refuge contre les pressions quotidiennes, est maintenant souvent occupé par des activités structurées et orientées objectifs. L'idée de simplement être sans programme, but ni objectif, devient un luxe rare. Dans de nombreuses sociétés occidentales, le récit culturel associe occupation et importance. Ah non, comment ça va ? On répond souvent occupé, comme si c'était valorisant. Cependant, cette agitation permanente et ce besoin d'être toujours occupé ou productif peuvent être contre-intuitifs. Tout comme nous l'avons vu avec l'anxiété de performance et le paradoxe du choix, la pression de la vie moderne peut réduire notre bien-être global, entraînant une fatigue émotionnelle, une diminution de la créativité et même des répercussions sur la santé physique. Les pressions sociétales actuelles illustrent un monde en sur-régime. Comprendre ces pressions est d'abord essentiel pour atténuer leur impact. En reconnaissant les pièges de la culture du toujours connecté et les stress de la vie contemporaine, nous pouvons faire des choix éclairés. Peut-être s'agit-il de fixer des limites pour la communication professionnelle, de consacrer des moments précis à une détox digitale, ou simplement de s'accorder des instants de pure détente, sans agenda. Dans un monde qui exige constamment plus, parfois l'acte le plus radical est de choisir consciemment moins, de faire une pause, et de se reconnecter à nos rythmes intrinsèques, réaffirmant ainsi la vérité intemporelle de la loi à rebours dans un contexte moderne. Pour vraiment saisir la profondeur et la signification de la loi à rebours, nous devons aller au-delà des discussions théoriques et du contexte historique, et plonger dans les histoires réelles et concrètes de la vie quotidienne. Ces récits, à la fois poignants et éclairants, soulignent les implications pratiques de ce principe ancestral. La poursuite du bonheur. Sarah était une surdouée par excellence, cherchant toujours à obtenir plus, de meilleures notes, un emploi mieux rémunéré, un mode de vie plus luxueux. Sur le papier, elle incarnait le succès. Cependant, malgré ses réussites, la satisfaction lui échappait. Ce n'est que lorsqu'elle a pris un congé sabbatique, s'immergeant dans une petite communauté à Bali, qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait. En s'immergeant dans un mode de vie plus simple, sans le besoin incessant de toujours en vouloir plus, elle a découvert une joie qui lui avait jusque-là échappé. Plus elle lâchait prise sur sa quête acharnée, plus elle se rapprochait du véritable bonheur. L'obsession de Tom pour le contrôle. Tom était un père attentionné, toujours impliqué dans chaque aspect de la vie de ses enfants. Qu'ils surveillent leurs études ou organisent leurs activités extrascolaires, il pensait préparer leur réussite. Cependant, à mesure que ses enfants grandissaient, ils commencèrent à ressentir de la rancœur envers son implication excessive, désirant plus d'espace et d'autonomie. Lorsque Tom fut confronté à un problème de santé qui l'obligea à prendre du recul, il vit ses enfants s'épanouir de manière inattendue. Ils prirent des responsabilités, firent preuve de créativité et surtout se sentirent valorisés. Quand Tom relâcha son emprise, il les vit vraiment s'envoler. Le cas du présentateur trop préparé. Amanda, cadre chevronné du marketing, se préparait pour la présentation la plus importante de sa carrière. Elle s'est préparée avec diligence jusqu'à l'obsession. Chaque diapositive était examinée, chaque question anticipée. Le jour venu, sa surpréparation s'est retournée contre elle. Sa présentation semblait répétée et robotique, manquant du naturel et de la spontanéité pour lesquelles elle était connue. A l'inverse, un collègue, Jake, qui s'était préparé de manière adéquate mais sans excès, a présenté avec une attitude détendue, s'adaptant de façon dynamique aux réactions du public.
Sa présentation imparfaite était authentique, captivante et plus percutante. L'expérience d'Amanda a été un rappel poignant, qu'il existe un seuil au-delà duquel une préparation supplémentaire n'apporte pas seulement des rendements décroissants, mais peut même devenir contre-productive. Le manager qui réfléchit trop. Neil, manager réputé pour sa grande attention aux détails. Mais cette force devenait souvent une faiblesse. Il suranalysait chaque décision, pensant à toutes les conséquences, ce qui causait des retards et des occasions perdues. Sur un projet crucial, son indécision a permis à l'entreprise d'être dépassée par un concurrent. Après coup, Neil a analysé sa méthode et a choisi de changer. Il s'est fié davantage à son intuition, passant moins de temps sur l'analyse. Résultat, décisions accélérées, morale d'équipe renforcée et projets réussis. Son histoire a renforcé l'idée que parfois, dans la quête de la perfection, nous pouvons devenir notre propre plus grand obstacle. Ces histoires vécues mettent en lumière les innombrables façons dont la loi de l'inverse se manifeste dans nos vies. Que ce soit dans la quête du bonheur, nos relations ou les défis professionnels, un même thème revient souvent. Parfois, pendant moins d'efforts et plus de confiance au processus apportent des résultats plus satisfaisants. Dans la danse de la vie, savoir quand mener, suivre, pousser ou s'arrêter fait toute la différence. Alors que nous arrivons au terme de notre exploration de la loi à rebours, il est essentiel de prendre un moment de réflexion. Au cœur de notre discours réside une vérité puissante et paradoxale qui remet en question notre compréhension contemporaine de la poursuite acharnée et de l'effort continu. L'univers, dans son infinie sagesse, offre parfois les récompenses les plus profondes lorsque nous relâchons notre emprise, laissant place à la spontanéité, à la sérendipité et à l'inattendu. Dans la vaste tapisserie de l'histoire humaine, d'innombrables philosophes, penseurs et individus ordinaires sont tombés sur cette révélation. Des philosophies orientales aux perspectives psychologiques actuelles, le thème demeure constant. Il existe un équilibre délicat entre l'action et l'inaction, entre poursuivre et laisser faire. Et souvent, dans la douce étreinte de l'abandon, nous trouvons ce que nous cherchions sans relâche. Pour intégrer l'essence de la loi inversée dans notre vie quotidienne, il est essentiel d'aller au-delà de la simple compréhension intellectuelle. Cela nécessite des actions concrètes, des pratiques, qui ancrent cette sagesse dans les expériences tangibles de notre existence quotidienne. Voici quelques pistes à considérer. Méditation de pleine conscience. Faites une méditation de 10 minutes, en début ou fin de journée. Concentrez-vous sur votre respiration, observez vos pensées sans jugement et soyez présent. Avec le temps, cette pratique aide à se détacher du besoin de tout contrôler et à suivre le cours naturel de la vie. 2. Écriture dans un journal. Prenez quelques minutes par jour ou semaine pour écrire dans un journal réflexif. Voici quelques pistes de réflexion à considérer. À quoi est-ce que je m'accroche trop fermement ? Que se passerait-il si je relâchais un peu mon emprise ? Ou bien, quand ai-je déjà ressenti la magie de l'abandon ? Ces questions peuvent révéler des prises de conscience profondes, vous permettant d'observer la loi de l'effet inverse, à l'œuvre dans votre vie. 3. Affirmation quotidienne. Les mots ont du pouvoir. Adoptez des affirmations quotidiennes en accord avec l'esprit de la loi à rebours. Des phrases comme « J'ai confiance dans le processus de la vie »,« Je renonce au besoin de tout contrôler » ou « En lâchant prise, je fais place à la nouveauté » servent de rappel doux, vous reconnectant à cette sagesse. La vie, dans toute son imprévisibilité, est une danse de variables à la fois sous notre contrôle et au-delà de celui-ci. L'ambition, la détermination et l'action réfléchie ont leur mérite. Mais il est aussi important de savoir prendre du recul, faire une pause et se laisser guider par la vie.
Restons ancrés dans cette sagesse malgré la complexité de nos parcours. Sachons reconnaître quand s'accrocher devient contre-productif, quand nos poursuites cachent qu'à la beauté du présent, et quand lâcher prise devient l'action la plus puissante. Dans cet équilibre délicat, découvrons la vérité profonde que parfois, dans le vaste cosmos de l'existence, moins est vraiment plus. Et dans ce moins, réside le vaste domaine des possibilités infinies.